nuit blanche. Look, if you had one Ça monte. one opportunity, Ça, c'est la chanson des entrepreneurs. one moment that you captured, just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, loud. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't. C'est simple, aujourd'hui j'ai dû sortir ma calculatrice pour compter le nombre de boîtes que mon invité avait créées. Résultat, 38 boîtes créées, une grande partie arrêtée proprement, 2 plantées et 6 boîtes cédées. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la session d'Imaginette avec Colt Telecom pour 120 millions d'euros. Et je précise la date, parce qu'à l'époque, c'est encore plus waouh. C'était en 1998. Ouais. J'ai l'immense plaisir de t'avoir avec nous, Patrick Robin. Bonjour. Salut Patrick. Salut Sacha. J'ai une mauvaise nouvelle. On était en 98, donc malheureusement pour moi, c'était des francs. 120 millions de francs, mais c'était déjà énorme à l'époque. Je refais le storytelling, mais c'était énorme. Tu m'as dit la vente d'Imaginette, c'est celle que j'ai choisie parmi toutes les aventures parce que c'est de l'ordre du thriller. Il y a des gentils, il y a un méchant, on parle de Judas, des cliffhangers, en veux-tu, en voilà. Et donc c'est ce dont on va parler. Et pour m'accompagner, j'ai le plaisir de retrouver évidemment mon compère Sacha Doliner. Salut Thomas. Pour Neumann et notre partenaire Neuflis OBC, représenté aujourd'hui par Grégoire Allenspack. Ravi de te retrouver, Hello, Grégoire. Tu vas tout dire. Je vais tout dire. C'est le deal. Hein. Ouais, absolument. Je vais tout vous raconter. Et Dieu sait qu'il a fallu que je me replonge dans les méandres de ma mémoire pour essayer de reconstituer l'histoire. Tellement elle est compliquée, tellement elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Et je voudrais juste revenir quand même sur l'intro que j'ai choisi. Et je suis pas le seul à l'avoir choisi parce que je pense que c'est l'hymne des entrepreneurs, hein, le Lose Yourself. One opportunity, one shot. Ouais, c'est vraiment ça. C'est l'importance de saisir sa chance, de saisir une opportunité, quels que soient les obstacles qu'on entrevoit, il faut y aller, quoi. C'est vraiment, et j'adore cette chanson, bien sûr, comme plein de gens, mais tous les entrepreneurs devraient se la passer tous les matins au réveil. Boucle. Exactement. En boucle. Et ben on va passer sur une autre chanson que tu as choisie pour nous parler du jour où tout bascule, celui du signing. Et pour ça, on part avec. Ça va être une super playlist. Ça va être une super playlist aujourd'hui. Alors on part avec Lucio Battisti, Ancora tu. Absolument. Ça fait des mois que j'attends que tu viennes nous raconter, Patrick. J'ai hâte. Ancora tu, non mi sorprende, lo sai. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Alors cette chanson, ça peut paraître bizarre de choisir cette chanson, mais en fait c'est vraiment une chanson pour moi du souvenir d'abord de mes 20 ans et c'était une chanson que j'écoutais en boucle quand j'ai fondé ma toute première société. J'avais 21 ans je crois, et cette chanson qui venait de sortir à l'époque, je l'écoutais en boucle, donc c'est pour ça que je l'ai choisie comme symbole du matin de la session finalement. Parce que au moment où tu vas vendre, tu te rappelles des débuts?
de tes débuts d'entrepreneur? Oui, je les ai jamais oubliés, mes débuts d'entrepreneur, parce que d'abord, ils étaient très tôt dans ma vie, parce que je suis quelqu'un qui a pas fait d'études, j'ai quitté l'école à 17 ans, j'ai passé le bac en candidat libre, etc. Et donc, j'ai dû très vite subvenir à mes besoins, et j'ai monté ma première boîte, j'avais 20-21 ans, quoi. Donc, et j'ai jamais arrêté depuis. L'entrepreneuriat, c'était pour subvenir aux besoins, ou t'as pas poursuivi les études parce que t'étais intrinsèquement quelqu'un qui avait envie de créer? Non, c'est un peu la foule à poule toujours. Oui, non, il y a plusieurs choses. Il y a un contexte familial et de vie qui font que je ne pouvais pas faire autrement. Et à 17-18 ans, il a fallu que je me débrouille tout seul. Et puis après, effectivement, j'étais un créatif. Parce qu'à l'âge de 10-11 ans, déjà, j'avais un cahier où j'inventais des projets d'entreprise. Enfin, je vous jure que c'est vrai, ça a l'air fou de dire ça, mais à 10-11 ans, je créais des entreprises sur papier, en tout cas. Et donc, j'avais ça, je pense, dans le sang. Et donc, dès qu'il y a eu une première occasion, je rappelle qu'à l'époque, pour créer une entreprise, pour créer une SARL, il fallait 20 000 francs de capital. Oui. Et moi, je les avais pas. Donc, il a fallu tout un tas de circonstances qui m'ont permis simplement de créer le capital de la première société que j'ai créée. Mais par contre, il fallait moins d'argent pour acheter tous les cahiers où il y avait toutes ces idées. Voilà. Et là, en l'occurrence, il y a des papiers. Le jour du signing, il n'y a pas encore toutes les solutions digitales qui existent pour signer. Et tu vas la vendre, cette entreprise. Tu peux nous remettre un peu dans l'ambiance du réveil? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est quoi ta première pensée? En fait, le signing, ça a été presque... c'était la fin de l'histoire. Mais l'histoire de la vente d'Imaginette, elle remontait à plusieurs mois. Et on va en parler. Et surtout, bien sûr, les dernières semaines qui ont été pleines de rebondissements et où il m'a fallu beaucoup... Ce que je raconte, c'est que la vente d'Imaginette, ça a été possible uniquement avec beaucoup d'intuition, une énorme quantité de chance et un tout petit peu d'habilité dans la partie de poker et la partie d'échecs qui a commencé quelques mois auparavant. Il met bien le suspense. Hein. Ouais. Super teasing. Mais du coup, ce jour-là, quand tu te réveilles, ça y est, le dur est passé, tu te réveilles serein pour aller signer parce que toutes ces étapes-là, elles sont déjà passées, ou tu as encore un sentiment très puissant? Non, pas serein, parce que dans mes actionnaires, il y avait un Judas, mais un Judas que j'avais démasqué. Et je savais que jusqu'au dernier moment, il essayerait de tout faire pour faire capoter le deal. Ça me rappelle une ou deux histoires. Ouais. Donc c'était pas simple, c'était pas un réveil joyeux. C'était un réveil tendu quand même. T'es chez toi, t'es où? T'es à Paris? Je suis à Paris, oui, absolument. Ouais. Et à l'époque, je vivais au-dessus de mes bureaux. Ok. Je vivais au-dessus de mes bureaux parce qu'on n'a pas dit ce que vous imaginez, mais Imaginette, donc c'était... Ah ben on va raconter. On va le raconter après. Tu peux le dire en une phrase. Mais en une phrase, c'était un des tout premiers fournisseurs d'accès Internet en France. Et donc très souvent, les serveurs plantaient. Donc il fallait descendre à 3h du matin, les relancer. Et c'est moi qui... De toute façon, quand tu habites au-dessus de tes bureaux, ça en dit long, quoi. Et voilà, exactement. Et donc j'habitais au-dessus de mes bureaux, en partie pour cette raison. Tu pars pour la vente. Il y a qui? Il y a... Déjà, est-ce que tu y vas seul? Non, j'y vais avec Pierre Bert, qui malheureusement nous a quittés, qui a eu une importance capitale et formidable dans la vie d'Imaginette, qui était au départ juste mon directeur général, et que au fur et à mesure j'ai fait monter au capital et qui est devenu mon associé. Et que c'est quelqu'un que j'ai perdu et que je regrette beaucoup. Et puis sinon il y avait les avocats, il y avait surtout les avocats de Colt, et puis il y avait la direction de Colt qui était là. Toi, tu t'es fait accompagner? Non, à l'époque, tu sais, on est en 98, ouais. Donc les banques d'affaires, les VC, tout ça, c'était pas très courant, quoi. Ouais. En tout cas, c'était un monde que je connaissais pas. Et puis surtout pour la tech. Et surtout pour la tech, absolument. C'est-à-dire, quand j'ai fondé Imaginette en 94, les VC, ça n'existait pas. Enfin, il y en avait très peu. Ouais. Et des VC qui investissaient dans l'Internet, là, par contre, ça n'existait pas. Ouais. Enfin, le seul VC que j'ai rencontré dans ces années-là, un mec de la Banexi, je crois, m'a expliqué que de toute façon, Internet, c'était un effet de mode et qu'il n'allait pas investir là-dedans, quoi.
Perdu. Comme ça. C'est comme l'IA, c'est la mode. C'est quoi l'ambiance autour de la table? Parce que tu disais, il y avait évidemment une forme d'appréhension. Cet actionnaire, il est là. Alors cet actionnaire, il est là, mais dans une autre pièce. Et donc, je dois mener une négo en passant d'une pièce à l'autre. Parce que vous allez voir quand je vous raconterai les détails. Ouais, mais ce jour-là, parle-nous de la pièce à l'autre. Donc, il y avait deux pièces. Il y avait effectivement la pièce où il y avait Pierre, moi, les avocats de Colt, etc. Et une autre pièce où il y avait cet actionnaire, ce Judas, Juste qui lui. était avec son actionnaire, avec son avocat. Et donc moi, il était venu armé, quoi, en plus. Il était venu armé parce que, bien entendu, il avait changé les règles le matin même. Ok, moi je veux pas préempter, donc on a compris l'ambiance et on racontera l'histoire. À un moment tu signes, vous allez réussir à trouver la solution. Ouais. Tu poses ta signature sur le papier. Il y a quoi à ce moment-là dans la tête? Que l'histoire elle n'est pas terminée en fait, parce que même après avoir signé, il y avait encore une étape. Si on la passait pas, le deal était foutu. Et alors qu'on avait signé. Ah, c'est pas une question d'earn-out, d'objectif? Non, pas du tout. Ok. Suspense. Mais ça, tu peux nous le raconter dans les négos. Ah oui, bien sûr, je vais vous le raconter. On va vite y aller. C'est la chute. Mais si on se projette juste après, donc ce moment que tu vas nous raconter, le moment où finalement tu as réussi à déboucler en partie le sujet, et au moment où donc le deal a closé, parce que là c'est le signing en fait, il y a eu un closing qui a fait qu'à un moment donné, les choses se sont matérialisées. Oui, c'était le signing closing. Tout était en même temps. Mais il y avait, une fois tous les documents signés, il y avait une étape capitale qui devait se passer dans les heures qui suivaient. Ok. Donc et si cet événement n'intervenait pas, tout était foutu. Et cet événement est intervenu. L'événement est intervenu et ça s'est bien terminé. Et après, t'as pensé à quoi tout de suite? Et après, j'ai pas eu le temps de penser. D'abord, on était crevés, on avait passé une nuit blanche. Ouais. On était rentré dans la salle à 16 ou 17 heures. On en est ressorti à 8h30 le lendemain matin. Wow. Donc, on était un peu crevés. Et pensant que j'allais pouvoir aller me reposer, je reçois un coup de fil de mon bras. J'avais mon bras gauche et mon bras droit. Mon bras gauche, c'était Pierre, et mon bras droit, c'était Laurence, qui m'a accompagné sur les 38 boîtes que j'ai montées. Elle a dû m'accompagner dans une bonne vingtaine de boîtes. Et elle a toujours eu un rôle très important par rapport à tout ça. Et donc tu reçois cet appel. Elle m'appelle et elle me dit Patrick, dépêche-toi de revenir au bureau. Il y a le feu au bureau parce que Colt avait publié. Alors je leur avais demandé de pas le faire. Ah, il y a le feu. Ils avaient non, ouais, il y a le feu. Ouais. Colt avait publié un communiqué de presse tout de suite dans la foulée de la signature à 8h30, 9h. Et donc tous mes employés. Les collaborateurs savaient pas. Les collaborateurs ne savaient pas. Il y avait 4 personnes qui étaient au courant dans la boîte. À l'époque, il n'y avait pas la loi Hamon. Ouais, il n'y avait pas la loi Hamon. On était une trentaine dans la boîte. Et donc là, tout le monde venait de découvrir que Imaginet venait d'être vendu. Il faut savoir que une semaine avant la vente, j'accordais une interview à Stratégie. Et dans l'interview, à un moment, ils me posaient la question et je leur dis non, Imaginet n'est pas à vendre. Et c'était l'accroche du titre de l'article, double page dans Stratégie, Imaginet n'est pas à vendre. Donc tu vois l'ambiance qui m'attendait au retour au bureau. Pour bien projeter à quel endroit on raconte les différentes étapes, tu vas rester loqué un moment chez le repreneur? Oui, il est 2 ans. Ok, on parle de l'annonce aux collaborateurs tout à l'heure. On part sur un gros flashback, les débuts d'Imaginet, et pour ça, on part avec Coolio, Gangsta's Paradise. Tu peux chanter, hein. Je me rappelle. You want to tell me what this is all about?
As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lined in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night saying prayers. Allez, en chœur. Ça aurait pu être mon deuxième générique. Ça, tout à fait. J'adore cette chanson pour plein de raisons. Ça parle. C'est une chanson presque sur la rédemption, quoi, sur les regrets, sur la jeunesse, sur les erreurs qu'on peut faire dans sa jeunesse, et surtout quand on est un peu assigné à résidence dans un milieu social ou dans un lieu géographique. Et voilà, moi c'est ce qui m'est un peu arrivé, et je me reconnais un peu dans cette chanson. Et le tout, c'est justement de sortir de cette assignation à résidence, quoi. Qu'est-ce qui va faire sortir d'un cahier la matérialité de cette boîte? Alors tu l'as dit tout à l'heure en intro, j'ai monté 38 boîtes dans ma vie, mais c'est toujours pareil, c'est l'une entraîne l'autre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de magie et de suite logique, d'enchaînement qui se fait comme ça dans la vie. Avant d'arriver exactement à la création d'Imaginette, je suis obligé de remonter à comment je suis arrivé à monter Imaginette en montant d'autres sociétés. J'avais, dans les années 80, fin des années 80, j'avais un très gros centre serveur télématique. Donc, tous les mecs de l'Internet, on vient tous à peu près de la télématique. Télématique. Ouais, le Minitel, tu vois, Xavier Niel, Marc Simoncini, Rafi Aladjian, enfin bon, on venait tous de ce monde-là. Et moi, j'avais un gros centre serveur télématique que j'avais monté. On était une cinquantaine de personnes. Enfin, c'était un gros centre serveur. Je m'étais spécialisé dans le jeu. Donc, je faisais beaucoup de jeux. Je faisais de la messagerie rose aussi. Hein. Ouais. Mais 80% de mon chiffre d'affaires, c'était du jeu. Et en fait, je développais et j'hébergeais les sites de jeux, en fait, de tous les grands médias. Skyrock, Europe 1, Télépoche, Télé 7 jours, etc. Quand tu arrivais sur leur code Minitel et que tu allais dans les jeux, en fait, c'était rerouté chez moi. On n'appelait pas ça de la marque blanche à l'époque, on appelait ça du reroutage. Bon, et donc je faisais ça, donc je gagnais beaucoup de sous, c'était le bandit manchot, mais c'était vraiment pas très passionnant, quoi. C'était pas intellectuellement, je trouvais pas ça très bon. Et puis il faut savoir que dans les 38 boîtes que j'ai montées, j'ai été très longtemps éditeur. J'ai été éditeur de livres d'art, j'ai été éditeur de presse, magazine. J'ai notamment été associé avec Daniel Philippaki pour un magazine qui s'appelait Photo Revue, qui a eu son heure de gloire, enfin bon, etc. C'est important, et vous allez voir pourquoi je raconte ça. Et un de mes meilleurs, mon meilleur ami de l'époque, qui s'appelle Prosper Assouline, qui fait les éditions Assouline, que vous connaissez peut-être aujourd'hui, qui est un formidable succès dans le monde entier, m'appelle et me dit, écoute, avec Martine, sa femme, qui est toujours sa femme aujourd'hui, on va ce week-end, on va à Cannes, il y a un salon, mais c'est l'occasion d'aller faire la fête à Cannes, viens avec nous. Et je dis, ok, j'y vais. Et on va à Cannes, on fait la fête, effectivement. Et vous allez à ce salon? Et on se dit, quand même, si on veut faire passer une note de frais, il faut quand même passer au salon, quoi. Donc, et on va au salon. Et le salon en question, ça vous dira sûrement rien, mais c'était un salon organisé par Reed Midem, qui s'appelait le Milia. Et le Milia, c'était le premier salon en France sur le multimédia. Encore un mot un peu désuet, tu vois, télématique, multimédia. On arrive petit à petit au monde d'aujourd'hui. Et on va à ce salon, et là, je vois pour la première fois de ma vie, je vois des CD-ROM. Et là, je me prends une claque. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est quoi ce truc? Je vois des encyclopédies, des jeux, des trucs éducatifs, enfin, trucs de malade. Ça vient d'où?
pour juste reprojeter un peu l'histoire, qui crée ces sérums? C'est aux US, ça venait c'est en Asie? Non, ça venait des US principalement, mais en France, il y avait quelques éditeurs. La RMN, donc les musées nationaux de France, commençaient à éditer. Ils avaient édité le Louvre, premier CD-ROM sur le Louvre. Il y avait un autre éditeur qui s'appelait Arborescence, qui était fait par un type qui est devenu mon pote après, qui s'appelait... Derry, j'ai oublié son prénom, pardon, etc., etc. Bon, je rentre à Paris et ça me travaille, quoi. Je me dis, putain, on fait du Minitel et il y a ça qui existe quand même. Et je réfléchis 2-3 jours et je convoque toutes mes équipes et je leur dis, écoutez, voilà, j'étais à ce salon, j'ai vu les CD-ROM, nous on fait du Minitel, on fait du Pixel, il n'est pas possible qu'on soit absent de cette révolution. Donc, je vous annonce qu'on va créer le premier magazine mensuel, multimédia, qui va s'appeler CD Média et qui va parler des CD-ROM, qui va parler des contenus, etc. Donc, les mecs, ils me disent, mais il est fou, quoi. Nous, on fait du Minitel. Métier, ouais. Voilà, on fait du Minitel et il veut nous faire un magazine, quoi. Et je leur dis, écoutez, moi, je sais faire, je vais vous apprendre et puis vous allez voir, on va y arriver. Et vraiment, alors je leur dis non seulement on va faire ça, en plus on va le sortir dans 3 mois, parce que je ne veux pas me faire griller, et en plus, évidemment, ça va être le premier magazine multimédia, donc bimédia, c'est-à-dire papier plus CD-ROM, qui sera un prolongement du contenu papier, évidemment. Et donc vendu chez les marchands de journaux? Oui, vendu dans les kiosques, les librairies, etc. Et je vous jure qu'au moment où je dis ça, et je vous raconterai une anecdote qui m'amuse à chaque fois. Au moment où je dis ça, je n'ai aucune idée de comment on fait un CD-ROM, de combien ça coûte, de quelles sont les compétences qu'il faut trouver pour faire ça. Mais j'ai ce rêve, cette vision et cette dynamique, et j'entraîne tout le monde avec moi. Et 3 mois après, au mois d'avril, donc on était en janvier quand je raconte ça, le mois d'avril, le 5 avril, on sort le numéro 1, le premier numéro de CD Média, magazine, bimédia, etc. Premier magazine en France où il y avait un CD-ROM avec, enfin bon. Et là, c'est un carton. Coup de chance, parce que enfin on le sait tous, c'est question de momentum. Je tombais au bon moment parce que tous les éditeurs de jeux vidéo notamment étaient en train de passer sur CD-ROM et n'avaient aucun support publicitaire. Et je devenais le support publicitaire pour eux, magique et idéal. Et donc ça cartonne plutôt pas mal, bonne vente, on fait 60 000 exemplaires, plein de pages de pub, etc. Et en préparant le numéro 3, je suis désolé, mais il faut en passer par là pour arriver à Imaginette. En préparant le numéro 3, j'ai mon rédacteur en chef qui vient me voir et qui me dit, écoute Patrick, je pense que pour le numéro double d'été, on devrait faire un dossier sur Internet. Et là, je le regarde avec des yeux de poisson et je lui dis, Inter quoi? Inter quoi? Et il essaye de m'expliquer. J'ai jamais été très tech, contrairement à ce qu'on pourrait penser vu la suite des opérations, mais je comprends à peu près, mais pas vraiment tout. Et il me dit, bon, écoute, reste là, je vais essayer de bidouiller, le terme est important, de bidouiller une connexion, et je reviens te chercher. Au bout d'1 heure, je sais pas où il a trouvé un modem ou machin et tout, mais il réussit à bidouiller une connexion. Il vient me chercher, j'avais déjà oublié, moi, mais bon, il vient me chercher, et là, il me montre un truc qui fait... Tu vois, un truc tout bizarre, qui fait beaucoup de bruit, et une sorte d'écran gris qui commence à s'afficher. C'était Mosaïque, le premier navigateur. Et là, il commence à me balader sur l'Internet, et Bibliothèque du Vatican, Bibliothèque du Congrès, un site d'un horticulteur australien, enfin bon, et tout. Et là, je me prends la 2e claque. Tu sais, je m'étais pris la première en janvier avec les CD-ROM, et là, je me prends la 2e. Et là, je me dis, merde, les CD-ROM, c'est foutu, je suis mort. Je suis mort, je vais déposer le bilan, c'est une catastrophe, etc. Enfin, c'est ma première réaction. Et tu sais, je dis toujours, dans une vie d'entrepreneur, si tu as un peu de chance, tu as une vision, une grande intuition comme ça, et tu y vas. Et quand tu as alors vraiment beaucoup de chance,
Oui, c'est un peu ça, exactement. C'était ça. Brancher le modem. Et quand tu as beaucoup de chance, bah, t'en as 2 ou 3 dans ta carrière, mais c'est rarissime. Bah, là, c'était mon moment. C'est-à-dire, c'était le moment parce que vraiment, avec ce que je voyais à l'écran, c'était impossible d'imaginer que Internet, ça allait changer le monde, tu vois. C'était n'importe quoi. Mais j'ai quand même cette intuition. En tout cas, tu sais que c'est ce qui va tuer le CD-ROM. Ah, ça, c'est clair. Je suis sûr que c'est ce qui va tuer le CD-ROM. Donc, je passe 2-3 jours plutôt pas bien. Et je reviens au bureau, je reconvoque tout le monde et je dis voilà, j'ai réfléchi, voilà, Serge m'a montré Internet, je parle d'Internet comme si c'est moi qui l'avais inventé et je leur dis on va faire quelque chose, c'est qu'on va lancer un 2e magazine et ça va s'appeler Internet Reporter et ça va être l'équivalent de CD Média mais pour la cyberculture, pour l'Internet, où on va parler des sites, on va faire découvrir les sites aux gens, etc. Et les mecs, même pas ils discutent, ils me disent bon, le mec il fait chier, il est vraiment fou, mais ok, on y va. Et à chaque fois il revient. Voilà. Et donc, 3 ou 4 mois après, on sort le premier numéro de Internet Reporter. On sort ça en septembre, je crois, septembre 94, on est toujours en 94. Septembre 94, on sort le premier numéro d'Internet Reporter. Et là, c'est un flop, mais total. C'est-à-dire que j'en vends peut-être 3000 exemplaires en kiosque. Les gens se disent Inter quoi ? Mais c'est juste que j'avais oublié le b.a.-ba. J'avais juste oublié que pour que des gens achètent un magazine sur Internet, encore faut-il qu'il y ait des gens connectés à Internet. On était en septembre 94. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait juste 2 ou 3... Enfin, non, il y avait 2 fournisseurs d'accès qui avaient démarré une offre un peu grand public juste avant l'été. C'était FranceNet et WorldNet. Okay. WorldNet, dont un des actionnaires n'était autre que Xavier Niel, déjà à l'époque. Et donc, qui était encore dans une culture très Minitel, et qui facturait 80 francs pour l'un et 40 francs pour l'autre de l'heure de connexion. Donc c'était inabordable. Donc, encore une fois, je me sens pas bien. Je me dis, bon, ça y est, on va dans le mur. Tu vois, j'en vends 3000 exemplaires, j'en avais tiré 70 000. Enfin, c'est une catastrophe. Et je me dis, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? J'arrête tout, etc. Ou faut que les gens aient Internet. Et en fait, voilà. Et en fait, je reviens une semaine après et je me dis, écoute, si tu veux vendre plus de magazines Internet Reporter, eh ben, il faut qu'il y ait plus de gens connectés à Internet. Tu as tout à fait raison. Et pour qu'il y ait plus de gens connectés à Internet, eh ben, il faut démocratiser l'accès à Internet en France. Et moi, avec mes petits bras, eh ben, je vais démocratiser l'Internet en France. Et là, tu fais un truc incroyable parce que la plupart des entrepreneurs, quand ils sont sur un truc, toi, tu étais sur le Minitel, quand même. C'était encore ton business principal à ce moment-là. En fait, finalement, tu te coupes un pied, tu te coupes un bras pour aller vers ce qui va finalement... parce qu'il y a beaucoup de Français à l'époque, enfin, on disait non, Internet, non, ça va être Minitel, quoi. Et là, toi, tu acceptes finalement à moyen terme de killer ton business, quoi. Ouais, tout à fait. Et je vais te raconter même encore plus précisément cet épisode. Mais juste pour terminer sur Imaginet, donc voilà. Donc, je dis il faut démocratiser l'accès à Internet en France. Et donc, je décide de lancer Imaginet, qui lance la première offre d'accès forfaitaire. Truc de fou, parce que tout le monde me dit, mais t'es un malade mental, tu vas déposer le bilan dans 3 mois. C'était la première offre, 150 francs, heure de connexion illimitée. Pour comprendre, parce qu'ensuite l'illimité va arriver partout, mais à l'époque, ça coûtait combien de pouvoir donner accès, si tu chiffrais en minutes ou en heures comme les autres, là où ils vendaient 40 ou 50 ou 100 de l'heure, ça leur coûtait combien ? Je ne serais pas capable de te le dire là de mémoire, mais ce que je peux te dire, c'est que une ligne, on achetait les lignes d'accès au nœud Internet à Transpac, d'accord ? Une ligne de 128K, qui est, je ne sais pas, le dixième de ton ADSL d'aujourd'hui, ouais. Ça coûtait 60 000 francs par mois. Okay. Donc c'était des fortunes, les coûts étaient énormes. Et pour cette ligne à 60 000 francs par mois, tu peux connecter combien de personnes ? Franchement, je me souviens. Tu te rappelles pas ? Je te dirais des bêtises. Mais c'était des gros investissements. Il y avait des gros capex. Mais pour comprendre à quel point c'était à la fois précurseur, mais peut-être serré, oui, de alors, la jouer illimitée. Je l'avais pas fait non plus au doigt mouillé. Ouais. C'est-à-dire que j'avais fait un calcul très simple de prix de revient, de marge, donc j'arrivais à un prix. Et voilà, et sur le papier, ça tenait en tout cas. Ouais. Et j'avais eu raison. Et j'avais eu raison d'abord pour 2 choses. La première, c'est que 150 francs par mois, heure de connexion illimitée,
C'est devenu un prix de référence pendant des années après, quand beaucoup plus tard sont arrivés des Wanadoo, des clubs internet, des choses comme ça. 149 francs, ça a été le prix qu'on a connu tous pendant de nombreuses années, quoi. Un petit peu comme 29 € aujourd'hui. Donc ça voulait dire que je m'étais pas trop planté dans le calcul du prix. Mais typiquement, un peu plus tard, il y aura le forfait Millennium, je crois, de France Télécom ou SFR. Mais en fait, ce modèle-là de prix fixe est illimité. C'est vraiment Imaginet qui l'a lancé. Donc mes deux concurrents, FranceNet et WorldNet, ont très rapidement suivi parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Et voilà. Et pour revenir à la remarque de Sacha, effectivement, c'est que j'avais encore la boîte Minitel. Et évidemment, tout ça demandait des capex très importants. J'avais pas de VC. On va en parler. J'avais quand même trouvé un business angel, mais il fallait beaucoup de fonds entre les magazines. Alors j'avais plusieurs boîtes en même temps en plus. Donc j'avais les magazines, j'avais le lancement d'Imaginet, j'avais lancé une boîte de création de jeux vidéo, et j'avais encore le Minitel, mais qui crachait quand même pas mal. Mais 94, on commençait à être quand même sur la fin de l'histoire du Minitel. Et je le sentais. Je sentais que de toute façon, c'était une question de 2-3 ans, mais que ça allait baisser. Et donc, coup de chance, je trouve un acheteur pour ma boîte de Minitel qui s'appelait Suite 1024. Et je vends Suite 1024 pour 10 millions à l'époque, donc c'était une belle... De francs, malheureusement encore 2 francs, mais encore une fois... C'est beaucoup. Il faut se replacer. À l'époque, c'était beaucoup d'argent. C'était, à l'époque, on disait c'est 1 milliard, quoi. Enfin, donc 10 millions de francs. Et je me souviens que le jour où j'ai eu le chèque, je savais très bien ce que j'allais faire. Ça, c'est la première vente de la boîte. Ta première vente de boîte ? Non, t'en avais déjà eu quelques-unes. J'en avais eu d'autres avant. Et le soir où j'avais eu ce chèque dans l'après-midi, j'invite mon meilleur ami et sa femme, Prosper Assouline et Martine, et je les invite chez l'ami Louis, qui est le restaurant le plus cher du monde pour un poulet frit. Mais je savais qu'ils aimaient, et je les invite, et je leur dis, écoutez, ce soir je suis milliardaire, et demain je serai à nouveau pauvre, alors ça me fait plaisir de vous inviter. Et le lendemain, je déposais le chèque sur le compte d'Imaginet, pour pouvoir financer les infrastructures. All-in. Et je n'ai pas gardé, mais je suis vraiment un imbécile, je n'ai même pas gardé de quoi m'acheter un studio, quoi, tu vois. Moi, je vivais dans mes bureaux et j'avais pas d'appart, j'avais rien. Donc, j'ai fait tapis. Et voilà. Écoute, parce que je sais que la suite va être intéressante à développer. Donc on va accélérer, mais 2 questions rapides sur toute cette phase Imaginet. Le fameux actionnaire Business Angel dont tu nous parles, c'est le futur qui va poser problème ? Absolument. Comment tu le trouves ? Et j'imagine que quand on se marie, l'histoire a l'air très belle. Est-ce que, après coup, parce qu'on fait toujours l'histoire après coup, au moment de la rencontre et du deal, il y a peut-être des choses qui auraient dû t'alerter. Oui, peut-être le sourire carnassier du mec. Mais bon, ça suffit pas. Non, le type était assez charmant. Ça veut rien dire, ça. Non, ça veut rien dire, mais j'aurais dû m'en méfier, justement, parce que... C'est mieux quand il est pas charmant. Ouais. Exactement. Parfois, il vaut mieux quelqu'un d'un peu froid, d'un peu dur, mais de transparent et de clair. Bon, toujours est-il que j'étais bien content quand même de le trouver à l'époque, hein, et surtout que c'était un type qui était patron à l'époque de la filiale française d'un grand groupe de tech américain. Et donc, ça me permettait aussi d'avoir des connexions. Et c'est lui qui m'a trouvé mon premier ingénieur quand même pour développer, trouver un ingénieur pour développer un fournisseur d'accès Internet. Quand toi tu viens de la presse ou du Minitel, ça se fait pas comme ça non plus. Donc il m'a été utile, tu vois. Je veux pas non plus. Non, c'est important de nuancer. Tout n'est pas noir. Et donc je réussis quand même à lui faire mettre quelques millions à l'époque dans Imaginet. Voilà. À hauteur de. Je crois qu'il a mis en tout, il a dû mettre 5 millions peut-être. Je pensais plutôt sur l'equity. Sur l'equity. À la fin, il avait un tiers à peu près du capital. Oui, c'est pas anodin. Non, c'était pas anodin. C'est un actionnaire important.
Mais encore une fois, 5 millions de francs à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Ouais. Bah oui. C'était beaucoup d'argent. Et lui avait gagné cet argent avec les stock options de sa boîte. On fait grosse accélération sur l'histoire d'Imaginette pour arriver. Donc on est 4 ans plus tard au moment de la vente, en 2018. Ah mais non. Si tu m'as Non, dit pas 2018. 98. en 98. Je excuse-moi. crée Imaginette en Faut que tu changes décembre. de siècle là. Ouais, je crée Imaginette J'étais né. en décembre 94 Ouais. et Quatre je la ans. revends en juillet 98. Donc ça a été relativement vite quand même. Rapide, ouais. Ça a Très été rapide. Très rapide. Quelques chiffres clés ou l'anecdote de cette aventure Imaginette avant de partir dans les négos. Écoute, en tout cas, il faut savoir qu'à partir du moment où on a créé Imaginette, il faut comprendre ce qu'était l'Internet entre 1994 et 1997, qui était vraiment la période des pionniers. Il y a eu 5 grandes périodes dans l'histoire d'Internet en France. Je pourrais vous le raconter si on a du temps, mais là, je pense qu'on n'en a pas de temps. Mais en tout cas, il faut essayer de se remettre dans ce qu'était Internet entre 94 et 97. On était une trentaine de pionniers à essayer de tout inventer, de tout défricher, et personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Gangsta Paradise. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. Et tout le monde s'en foutait, tout le monde disait c'est un effet de mode. Et puis les rares boîtes, puisqu'on faisait on faisait du B2B, mais en fait, on faisait feu de tout bois. On faisait de l'accès, du web design, de l'hébergement, de l'accès professionnel, de l'accès grand public. On faisait feu de tout bois pour essayer de survivre, soyons clairs. Et tous les mois, on était au bord du dépôt de bilan. C'est bien de le rappeler. Non, mais c'est ça. C'est tous les mois, on était au bord du dépôt de bilan et nos principaux bailleurs de fonds, finalement, c'était nos fournisseurs. On payait nos fournisseurs au lance-pierre, et notamment Transpac, à qui on devait des sommes colossales, quoi. C'était la seule façon pour nous de gérer le BFR, quoi. C'était comme ça. Et Internet a vraiment basculé. C'est quelque chose que je raconte souvent quand je fais des petites conférences, des choses comme ça. Ça a vraiment basculé en août 97, quand Lionel Jospin a fait le fameux discours d'Ourtin, qui était préparer la France à la société de l'information, etc., qui était un peu, avec 3 ans de retard, l'équivalent du discours de Al Gore aux États-Unis sur les autoroutes de l'information. Et là, vraiment, on a senti une bascule. Et où tous les grands patrons, la presse, etc., ont commencé à se dire « Ah, mais finalement, c'est peut-être pas un effet de mode, il faudrait peut-être qu'on regarde un peu plus près. » Le discours, quel mois de Août 97 à Ourtin. Ourtin, c'est un rassemblement qui existe toujours, je crois. Donc là, le téléphone surchauffe. Oui, parce que on passe au niveau interlocuteur. Nos interlocuteurs, c'était les directions informatiques, tu vois, quand on faisait des sites web qu'on vendait quelques milliers d'euros. Et là, c'est la direction générale. Et là, on commence à monter aux directions marketing, direction de la com, et aux directions générales. Donc, on passe de devis de 50 000 francs à des devis de 500 000 francs, 1 million de francs, etc. Donc, le monde est en train de changer. Et d'ailleurs, en 98, donc l'année où on a cédé, on faisait quand même 50 millions de francs de chiffre d'affaires, ce qui était beaucoup pour l'époque. Ouais. Et surtout, on faisait 8 millions d'EBITDA. Donc c'était extraordinaire. Sauf qu'on avait tellement de dettes, tellement de retard, que là, on était très très proche du dépôt de bilan. C'est-à-dire au moment où on commence à discuter de la cession d'Imaginette, on est à quelques semaines du dépôt de bilan. Ok, oui, tu te dis pas gardons parce que là je vois la trajectoire et on tient 3 ans, 4 ans de plus. C'était pas possible. Là, on avait tout essayé, on avait tiré partout. Moi, j'avais mis tout ce que je pouvais dans la boîte. C'était. Donc là, ça tient à un fil, malgré une belle croissance, malgré une boîte rentable. Exactement. Plutôt, très endettée. L'année du décollage plutôt. C'était l'année où on pouvait plus tenir, quoi. Eh ben, on va parler à quelques semaines près du dépôt de bilan, de l'arrivée de Colt dans l'aventure, et on part avec Frankie Goes to Hollywood. Relax. Relax, don't do it when you wanna go to it. Relax, don't do it.
calme, ne le fais pas. Non, tu sais, j'ai le privilège de l'âge, donc j'ai eu plusieurs vies. Et je vous disais tout à l'heure que j'avais un magazine qui s'appelait Photo Revue. Et à cette époque, j'organisais aussi des soirées. Tous les lundis soirs, j'organisais les soirées des bains douches. Et ça s'appelait les nuits sexy de Photo Revue. Et en fait, il se passait plein de choses, il y avait plein d'événements, toujours sexy justement. Et cette chanson, vraiment pour moi, elle me rappelle beaucoup de souvenirs. Et c'était un striptease d'un mec sur scène qui était extraordinaire. Et il y en avait pour tous les goûts. Et c'était sur ce relax de Funky Goes to Hollywood. Mais c'est pas à cette soirée que tu vas rencontrer ton repreneur. Certes, non. Certes, non. Au-delà du fait qu'elle évoque tous ses souvenirs, quand on t'a demandé de choisir cette chanson, c'était vraiment pour aborder tout ce qui va se passer. Et donc là, ce que j'entends, c'est il va falloir garder son calme. Mais j'entends aussi don't do it. Donc il y a ce questionnement qui se pose pas vraiment, parce que tu le dis, en fait, on n'avait pas le choix. Non, j'avais pas le choix. En fait, depuis le début des années 98, depuis l'année 98, donc à partir de fin Q1, on va dire fin Q1 98, donc le business commençait à marcher, l'internet, tout le monde en parlait, ça y est, c'était parti. Et donc on a commencé à être très approché par des opérateurs, notamment France Télécom, avec qui on a eu des discussions, avec PSI, avec Colt Télécom, etc. Bon, France Télécom a très vite été hors jeu. Leur proposition était tout simplement pas acceptable, rien de très étonnant. Hein. Par rapport à Colt, c'était quoi, du simple au double? C'était x10? C'était du simple au double à peu près. Ouais, peut-être vous avez fait une proposition, je crois, à 30 millions, quelque chose comme ça. Bon. Et donc il y avait aussi PSI et Colt Télécom avec qui on a plutôt continué les discussions, et même en février-mars, je me souviens, j'étais parti avec mon équipe aux États-Unis, en Virginie, pour rencontrer la direction de PSI. Et voilà. Et tout ça, les discussions avançaient, mais elles avançaient beaucoup trop lentement. Et moi, je voyais par rapport au mur de. Oui, le cash flow, lui, il avançait de plus en plus vite, quoi. Tu vois, donc c'était vraiment compliqué. Je te coupe une seconde dans l'histoire, Patrick. Tu l'as dit, à l'époque, il n'y avait pas des milliers de banques d'affaires. Comment vous allez faire le tour de tous les repreneurs potentiels? Vous aviez déjà des discussions? C'est eux qui viennent à vous? Non, très franchement, c'est eux qui viennent à nous. C'est eux qui viennent à nous. Et moi, j'aurais même pas su qui appeler, franchement, à l'époque. Tu vois. Et donc voilà. Et puis donc il y avait. Alors il faut quand même parler de ce business angel là, rapidement. Ce business angel donc que j'avais rencontré en 94. On va l'appeler Régis. Oui, c'est bien. Ça c'est un voilà. autre. Je pense que les fans des nuls comprendront pourquoi. Et donc il avait investi. Bon, il avait joué le jeu au démarrage et vraiment, je lui en suis reconnaissant. Mais en 98, Monsieur Régis, qui était belge d'ailleurs, voyant que Internet commençait à démarrer, il s'est dit tiens, moi aussi je vais monter une web agency concurrente. Et il monte ça à Bruxelles, il monte une web agency et il essaye même de débaucher certains talents d'Imaginette. Et ça commence. Ouais, c'est sympa. Hein, on est content de l'avoir. T'apprends, le moment où t'apprends qu'il commence soit à lancer, soit à débaucher des gens, et donc qu'il lance quelque chose, c'est quoi la première réaction? Pas juste dans ta tête, mais quand tu l'appelles. Là, je peux pas vous dire, parce que sinon, vous serez obligé de mettre des bips partout, quoi. Tu l'insultes. J'étais foudrage. Okay. Et donc, en plus, en tant qu'actionnaire et membre du board, il connaissait exactement notre situation. Et donc, vers le mois d'avril, comme il savait qu'on n'avait plus que quelques semaines de cash, ou au mieux, en tout cas, que d'ici l'été, on serait mort, il me fait une proposition de rachat de 100% d'Imaginette. Pour sincèrement, je me souviens plus, mais ça devait être quand même 30 millions, 40 millions, quelque chose comme ça. Okay. Donc, c'était pas neutre. Non. Mais c'était par rapport à ce que
pouvait valoir Imaginette à l'époque, franchement, c'était pas une offre très sympa. Mais en même temps, j'étais acculé, j'avais plus que quelques mois de cash, les discussions avec PSI et Colt n'avançaient pas assez vite. Donc voilà, j'avais vraiment l'impression d'avoir perdu ma reine et d'avoir perdu plein de pions et d'être à quelques semaines de l'échec et mat, quoi, tu vois. Donc j'étais vraiment dans cet état d'esprit. Et il faut, alors, quand il y a des séries Netflix, il faut toujours faire des flashbacks, il y a toujours des petits flashbacks, tu sais, et ben là, il faut qu'on fasse un petit flashback pour comprendre la suite, en fait. C'est quand j'ai créé Imaginette, je suis très vite devenu pote avec tous les CEO de mes concurrents, de FranceNet, etc. Il y avait Jérôme Leca, qui a, je sais pas si vous l'avez invité, je l'espère. Non, pas encore. Il faut absolument l'inviter. Jérôme Leca, donc, qui avait fondé Internet Way, qui était un prestataire très très B2B, lui, hein. Et qui aujourd'hui est CEO d'une boîte formidable qui s'appelle Scality. Oui. Il y avait Rafi Aladjian, qui avait fondé FranceNet. Rafi Aladjian, qui est aussi un type formidable, qui a été le premier en France à créer un objet connecté avant même Alexa, qui avait créé le Nabastag, le petit lapin connecté. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Très bien. Et puis il y avait François Benveniste, qui malheureusement nous a quittés, qui dirigeait, à l'époque, il l'avait pas fondé, mais il dirigeait Calvacom, Calvanet. Voilà. Et tous les quatre, on avait fondé la première association de l'Internet français. Ça s'appelait l'AFPI. Ça devait vouloir dire l'Association française des prestataires Internet. C'était une sorte de France Digital avant l'heure. Ouais. France Digital dont j'ai eu l'honneur d'être vice-président après, 20 ans plus tard. Sauf qu'à l'AFPI, nous, on était 4, quoi. On était 4 adhérents. Mais il y a un peu plus de monde au FDD aujourd'hui. Ouais, un petit peu plus. Je crois qu'on doit être à 1500 adhérents chez France Digital maintenant. Et donc, tous les 4 mousquetaires, on se retrouvait une fois par mois pour dîner ensemble. Et à la fois, on parlait du métier, de l'évolution du business, des actions de lobbying qu'il fallait qu'on mène. On refaisait le monde. Et je crois que en 3 ans, aucun de nous n'a jamais raté un dîner. C'était important de faire ce petit flashback et cette précision. Et quelques jours après donc, que notre ami Régis me fasse cette proposition indécente et qui signait mon arrêt de mort finalement, justement, nous avions un dîner programmé à FPI. Alors, je vous cache pas que j'avais pas un gros moral et j'étais vraiment à 2 doigts de me décommander, quoi. Il me restait 48 heures parce que l'autre m'avait posé un ultimatum. Il me restait 48 heures pour donner ma réponse aux Belges. Tu le dis vite, mais ça mouline énormément à ce moment-là dans la tête. Ah oui, là c'est une usine nucléaire, quoi. C'est un truc terrible. Mais pour la première fois de ma vie, je baisse pas souvent les bras, mais pour la première fois de ma vie, je commençais à voir qu'il y avait pas d'issue, quoi, que j'étais coincé, quoi. Et donc, malgré tout, finalement, je décide d'aller à ce dîner. Et je me dis, bon, allez, ça va me changer les idées. Et puis voilà, il faut être dans des moments difficiles, il faut être entouré de ses amis. Donc, je décide quand même d'aller à ce dîner. Je pensais arriver en dernier, mais pas du tout. Il manquait encore François Benveniste, qui était absent. Et quand je demande à Jérôme, t'as des nouvelles de François, il me dit, bah oui, il m'a envoyé un SMS, il peut pas venir, il a un empêchement. Et là, je me dis, il y a un truc bizarre. Mais tu sais pas si c'est de la parano ou si c'est de l'intuition. Ouais, mais je vous ai dit que dans la vente d'Imaginette, il y avait une grosse part d'intuition. Et ben, c'est juste à ce moment-là qu'il y a un coup d'intuition incroyable. Et je me dis pendant toute la première partie Régis. Ouais, je sais pas. J'avais un malaise. Je me disais que pendant toute la première partie du dîner, je pensais à l'absence de François et je me disais qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi. J'étais incapable de dire quoi et j'avais vraiment l'intuition que son absence avait un rapport avec mes soucis. Je me suis fait vraiment, tu l'as dit, je me suis fait une parano. Alors, n'y tenant plus, je me suis levé du dîner et je suis allé passer un coup de fil. Je suis allé dire, je vais l'appeler, je vais en avoir le cœur net. Et par chance, mais vraiment par chance, il a décroché. Et la première chose qu'il m'a dite, c'est « Patrick, j'attendais et je craignais ton appel ».
Et cette simple petite phrase, j'ai tous les éléments du puzzle qui se mettent en place. Et là, d'un coup, j'ai vraiment l'illumination, je comprends tout. Et je lui pose une seule question. Est-ce que tu y vas ou pas? Je lui dis, François, je vais te poser une seule question. Est-ce que PSI et toi, vous êtes derrière l'offre de Régis? Et là, il me répond oui. Il me dit, et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis pas venu au dîner, parce que je n'avais pas le courage de te regarder en face. Tu m'étonnes. Alors, je me mets pas en colère. Je garde mon calme, et ça bouillit intérieurement. Et je dis, écoute, voilà ce qu'on va faire. Tu vas dire à tes boss que si Imaginette les intéresse vraiment, je veux une offre demain matin sur mon bureau. Et je te donne ma parole que je ne dirai rien à Régis de notre conversation de ce soir. Et je jouerai la surprise. T'inquiète, je suis un très bon comédien quand il faut. Et là, tu sais, j'avais vraiment l'impression que mon pion était arrivé au bout de l'échiquier et que j'avais récupéré ma reine. Et sauf que les Noirs, c'est-à-dire Régis, n'étaient pas encore au courant que j'avais récupéré ma reine. Et c'est vraiment ça. Et là, du coup... Ça te redonne un petit coup d'avance. Ah ouais, et là, j'avais le cœur un tout petit peu plus léger. Et T'as passé un bon dîner. Je retourne finir mon dîner avec Rafi et avec Jérôme. C'était quoi l'option pour Régis, ou ce qui fait qu'ils allaient passer sans Régis? En fait, pourquoi ils prennent Régis pour faire l'offre, s'ils peuvent faire l'offre directement? Alors, on va faire un petit excursus, effectivement, pour raconter ce que moi j'avais compris, en fait, de l'arnaque qui était en train de préparer Régis et qui se servait de PSI. En fait, Régis, ce qui l'intéressait, c'était de récupérer la partie web agency d'Imaginette pour pouvoir la coller à sa web agency bruxelloise et faire une grosse web agency française, parce que ça serait effectivement devenu une des grosses web agencies européennes, quasiment. Et ce qui intéressait PSI, c'était de racheter, bien sûr, la partie accès, hébergement, que nous, on appelait Imaginette Solutions. Et donc, ce qu'avait imaginé, compte tenu de la situation délicate et difficile d'Imaginette à ce moment-là, c'est Régis s'est dit, je vais racheter 100% d'Imaginette, et revendre. Je vais l'acheter 40%, je vais revendre la partie Imaginette Solutions, accès, hébergement à PSI, au moins à 40. Pour 40, 50, 60, 70, j'ai jamais su véritablement le vrai chiffre qui avait été négocié entre eux. Et du coup, je récupère la web agency gratos. C'était assez bien vu. Dégueulasse, mais assez bien vu. Donc voilà, juste pour répondre, non, mais ça permet à tout le monde de comprendre. Exactement. Donc, le lendemain matin, à 8h, j'arrive au bureau très très tôt. Et effectivement, sur la machine à fax, je suis désolé de cet anachronisme, mais effectivement, on avait encore des fax à l'époque. Sur la machine à fax, j'avais une offre de PSI à 70 millions. C'est comme dirait Hannibal Smith dans Agence Touriste, j'adore quand un plan se déroule sans accroc. Mais bon, je suis assez conscient que c'est assez générationnel. Tu t'es allumé un cigare là ou non, je crois que j'avais déjà arrêté de fumer. Donc voilà, donc ça y est, on avait enfin une offre. Donc qu'est-ce que je fais à 8h30 je passe un coup de fil à Régis, comme je l'avais promis, et je l'appelle et je lui dis, écoute Régis, c'est incroyable, miracle, on était au bord du dépôt de bilan et ça y est, on a reçu une offre de PSI. Et tu lui annonces? Ah ouais, je lui annonce, genre la gueule enfarinée, et je lui dis, et tiens-toi bien, en plus, c'est le double de ton offre. C'est génial, non? Et là, je te dis pas, il y a un blanc au téléphone. Oh. Mais le Régis et là, tu jubiles dans ta tête. Là, je jubile, bien sûr. Et quand même, Régis est un grand professionnel, donc il se reprend et il dit qu'il était très, très content de cette offre, que c'était une belle issue. Mais bien sûr qu'il fallait voir si ça allait aller jusqu'au bout. L'offre à 70, elle concerne et Solutions et la partie web agency. Ils prennent 100, tout. 100% d'Imaginette. Okay. Et donc il dit, voilà, j'espère bien sûr que ça va aller jusqu'au bout. Et dans le langage Régis, ça voulait dire, mon gars, je vais tout faire pour que ça pète.
Et j'étais à peu près sûr qu'il fallait que je reste très vigilant et sur mes gardes. Et, Donc, et j'ai une question. Pourquoi tu l'as dit à ce moment-là? Parce que j'avais besoin de son accord. Ouais. J'avais besoin de son accord. Je ne pouvais pas le faire. Ouais, tu ne pouvais pas le faire attendre encore, non? Je ne pouvais pas. Mais l'offre est ferme. L'offre est ferme. Elle est donc globalement, elle est engageante. Ok. Ouais. Enfin, elle est ferme pour PSI. Oui, bien sûr. Oui, j'ai bien compris. Ouais. Donc, il est 8h38 et donc je bois un petit café et à 8h45, qu'est-ce que je fais? J'appelle le président de Colt et je lui dis... Pause. Non, excuse-moi. Colt, tu disais, je savais pas forcément qui aurait pu être les repreneurs. Eux, ils sont déjà venus à toi à ce moment-là, un peu en amont, ou c'est simplement... Si tu vois que c'est PSI, tu dis, tiens, Colt pourrait aussi être... Non, on avait eu déjà plusieurs discussions avec Colt. Il m'avait lâché un prix de 60 millions quelques mois auparavant, qui à l'époque ne convenait pas, mais on continuait à garder le contact et à discuter d'une possible acquisition. Et c'est eux qui nous avaient contactés. Ouais, mais je peux pas m'empêcher, du coup, en faisant un peu l'histoire, tu avais cette offre à 60 millions qui allait pas, pour plein de raisons sur lesquelles on n'est pas obligé de revenir, mais du coup, quand Régis te fait l'offre, tu te dis pas, de toute façon, c'est en dessous de ce qu'on pouvait à l'époque négocier avec Colt, donc dans tous les cas... Oui, mais il y avait quand même une course contre la montre, et je savais que ça prendrait trop de temps. On était trop loin dans les discussions avec Colt pour sauver l'histoire, quoi. Mais par contre, là, tu as de quoi accélérer la discussion. Exactement. Donc, effectivement, j'appelle le président de Colt France et je lui dis, écoute, cher Claude, est-ce que vous êtes toujours intéressé par Imaginette? Il me dit, oui, bien sûr. Alors, je lui dis, dépêchez-vous parce que j'ai une offre de PSI sur mon bureau à 70 millions. Je peux les faire patienter jusqu'à ce soir, mais pas plus. Donc, si vous voulez vous positionner, c'est maintenant. Et là, je vis la journée la plus longue, la plus interminable de ma vie. Parce que je passe ma journée assis au bureau à regarder le téléphone, presque, toi, attendre que le téléphone sonne. Plus interminable que la veille de la signature. Ah oui, okay. Vraiment. Ouais, vraiment, parce que je sentais qu'il y avait un coup à jouer quand même. Là, je reprenais le plaisir de la partie d'échecs. Oui, pas interminable, douloureuse, interminable, excitante. Et donc, à 20h30, j'étais encore au bureau. Il y avait Pierre c'est chez toi. Et Laurence. Oui, c'était quasiment, c'était un étage en dessous. Donc, je suis toujours assis à mon bureau à regarder bêtement le téléphone. Pierre et Laurence, on essayait de discuter de choses et d'autres, histoire de passer le temps, mais on attendait. Et enfin, effectivement, à 20h30, le téléphone sonne. C'était lui. Et il me dit, ok, j'ai eu le feu vert de Boston. On vient de vous envoyer une offre à 80 millions. Bam! Là, j'étais quand même assez soulagé. Et à votre avis, qu'est-ce que j'ai fait à 20h35? On rappelle PSI. Bien sûr, j'ai rappelé PSI. Messieurs, la PSI, c'est une boîte... c'est une boîte américaine. Ouais, qui était basée en Virginie. Et je rappelle PSI et je leur dis, écoutez, je suis embêté, messieurs, mais Colt Telecom vient de me faire une meilleure offre. De combien? Je me contente de leur dire, écoutez, significativement meilleur. Et on attend. Et 2 heures, ils nous disent, ok, on vous rappelle. Et 2 heures se passent. Et 2 heures plus tard, PSI revient avec une offre à 95 millions. Il passe de 80 à 95 direct. Qu'est-ce qu'on fait? On rappelle Colt. Évidemment, ne serait-ce que par politesse, je rappelle Colt. Et vers minuit, Colt revient vers nous avec une offre au montant symbolique de 100 millions. Ça, pour nous, c'était vraiment... T'as rajouté un zéro. C'était un truc, 100 millions. Encore une fois, à l'époque, c'était... démentiel. C'était incroyable. Évidemment, vous imaginez la suite. Je rappelle PSI qui, vers 2 heures du matin, monte à 110 millions. Là, la journée, pardon pour le comment. 2 heures. Franchement, il est 2 heures du matin, on est crevé, on n'en peut plus, la tension nerveuse, le manque de sommeil, enfin tout ça. Et forcément, j'appelle une dernière fois Colt en me disant que le mec, il va me haïr, qu'il va me raccrocher au nez, que ça va être pas cool. Et en fait, pas du tout. Et il me dit, écoute, ne décidez rien, laissez-moi 1 heure, je vous rappelle. Et là, il est 3 heures du matin. Le téléphone sonne. Il me rappelle, il me dit,
ok, on est prêt à monter à 120 millions, mais c'est notre dernière offre. Et je lui dis, écoutez Claude, ce ne sera pas nécessaire, le deal, il est pour vous, et vous avez ma parole. Dernière formalité quand même, je rappelle PSI pour leur dire, écoutez, les enchères sont closes. Et c'est pas vous. Je donne ma préférence à Colt. Et là, tu t'es arrêté de faire monter les enchères. Ouais. Parce que tu étais fatigué, il était tard, et tu voulais te coucher. Ou parce que à un moment donné, tu avais obtenu ce que tu voulais avec les gens que tu voulais. Il y avait une histoire de humain aussi. C'est exactement ça, tu as très bien résumé. Je sentais que là, Colt n'irait pas plus loin. Peut-être qu'il serait allé plus loin, mais je sentais vraiment que là, on avait tiré le truc au maximum. Oui, puisqu'en une journée, ils ont rajouté plus de 40. Ouais, puis leur première offre historique, elle était à 60, donc on avait doublé l'offre. Et je voulais signer avec Colt. Il y avait plusieurs raisons. Il y avait un côté humain. Il y avait le fait que Colt voulait garder la partie Web Agency. Et donc pour moi, humainement, pour mes équipes, c'était très important. Et la troisième raison, c'est qu'il n'était pas question de toute façon que je vende à une boîte PSI qui avait essayé de me trahir 48 heures avant. Donc je les ai utilisés comme lièvres, ils ont très bien fait le job. Et que tu aurais pris si tu n'avais pas eu le choix. Si vraiment j'avais pas eu le choix. Mais là, comme j'avais le choix, il était hors de question que je le signe avec eux. Et d'ailleurs, l'histoire, elle n'est pas terminée. Parce que malgré ce que j'avais dit, le lendemain matin, quand j'arrive au bureau, j'avais un fax, une nouvelle offre de PSI à 135 millions. Et là, je leur dis fuck, j'avais donné ma parole, et plus les raisons que je viens de vous expliquer, donc je refuse l'offre à 135 millions. Et dans la série, Régis est un bip-bip. C'est bien, tu fais le sound design en même temps. Oui, en même temps, je lui faisais faire une bonne affaire en tant que business angel. Faut regarder les choses. Et là, Régis, là-dedans, à ce moment-là. Et là, Régis, l'histoire, elle n'est pas terminée, vous allez voir. Oui. Mais elle est loin d'être terminée, parce que là, on pourrait se dire, bon, ça y est, on peut ranger les micros, c'est terminé. Il est super content, normalement. Elle ne fait que commencer. Attends, 120 millions, il a un tiers, il prend 40. Ouais. Donc c'est globalement l'offre qu'il voulait faire. Oui, absolument. Absolument. Donc l'histoire, elle n'est pas terminée parce que il faut compter sur le hasard. Et le hasard, parfois, il est un petit peu, taquin, on va dire. Et donc je rappelle, donc Colt était coté en bourse. Colt était coté en bourse, donc il fallait être ultra confidentiel. Il fallait garder la plus grande confidentialité jusqu'au closing, quoi. C'était... À part qu'il y a un loup dans... Non, il n'y a pas un loup. Il n'y a pas un loup, mais il y a, encore une fois, je te dis le hasard. C'est-à-dire un de mes proches collaborateurs et un ami en plus qui est très très cher, que je vois toujours avec des anciens d'Imaginet. D'ailleurs, on est restés tous très très proches, 25 ans après. On va l'appeler, ce collaborateur, on va l'appeler Philippe pour brouiller les pistes. Quelques jours avant le closing, il va passer quelques jours de vacances dans le sud de la France. Et sur la plage, je te rappelle qu'on est vers le mois de juillet, juin-juillet, sur la plage, il rencontre un vieux copain qu'il n'avait pas vu depuis très longtemps, qui lui-même est avec sa fiancée, etc. Et donc ils parlent, ils se racontent leur vie, patati, patata. Et évidemment, dans un petit moment de relâchement, il baisse sa garde. Et dans la conversation, il lâche le nom de Colt. Et la journée se termine, tout le monde remonte aux voitures. Philippe, donc mon ami et collaborateur de l'époque, discute avec le couple près de leur voiture. La jeune fille, pour ranger son panier, ouvre le coffre. Et là, Philippe manque de s'évanouir. Parce que dans le coffre, il était plein de goodies Colt Télécom. Parapluie, casquette, serviette de bain et tout. Mais ça, t'aurais voulu l'inventer. Un truc de malade. La jeune fille en question n'était autre que la fille du président de Colt France. Mais est-ce que tu imagines la dinguerie du truc? Mais là, ça peut remettre... c'est pas que ça peut remettre, c'est que ça a remis. Parce que la jeune fille en question, je veux dire, sans penser à mal, qu'est-ce qu'elle fait dès qu'elle est dans la voiture? Elle appelle son père. Elle appelle son papa et elle lui dit, alors tu fais des cachotteries à ta fille comme ça, tu rachètes Imaginette et tu m'en parles pas?
Et là, je vous dis pas, c'est Attends, pardon, déflagration. qui te le dit? C'est Philippe qui comprend qu'il a fait une connerie. Ah bah oui, Ouais. il comprend tout de suite quand il voit le coffre avec plein de goodies, etc. Et il t'appelle. Et il m'appelle, et le pauvre, il était meurtri, quoi. Il savait plus quoi faire. Mais il a plus- conscience, au-delà du fait qu'il en a parlé à quelqu'un qui est lié à Colt, il a conscience que ça peut remettre le deal en question. Oui, je Ouais. pense il en avait conscience, bien sûr. Ouais. Il avait conscience qu'il avait fait une gaffe, qu'il avait fait une connerie, et puis ça peut à tous nous arriver, quoi, franchement. Oui, oui. Et donc ça a été, pendant 48 heures, le deal, il était fini, il était foutu. On est à combien de semaines là Là, on est à... de la chute possible? on est à 15 jours peut-être du dépôt de bilan, quoi, ou Ok. 3 semaines. Donc là, Euh, va falloir aller vite ouais, pour alors trouver une solution. non, mais la solution, elle se trouve d'elle-même. C'est finalement les avocats de Colt, au bout de 48 heures, donnent le go. J'ai jamais su très bien le pourquoi. le pourquoi du comment, mais finalement, ils disent OK, ça va, on y va. Le cours de l'action Colt n'avait pas bougé de façon incroyable, même si le cours de l'action depuis plus d'un an, et on en reparlera après, depuis plus d'un an, il montait tous les jours, quoi. Il n'y avait pas un jour depuis un an sans que le cours de Colt ne gagne des points. Voilà, et donc enfin arrive le closing. Et le closing, c'est le 16 juillet 1998. Il y a plus aucune petite anecdote de montée d'adré ou de chute de tension avant ce jour du closing? Avant le jour, non, mais le matin du closing, oui. Et donc écoute, on y va. J'ai pas de nouvelle musique pour revenir juste sur la micro-anecdote du matin du closing, mais tu l'évoquais tout à l'heure. Tu nous l'as bien teasé, Qu'est-ce donc qui se passe? Il se passe que donc on s'était mis d'accord sur un deal par échange de titres, et donc nous on avait accepté l'échange de titres parce que justement le cours de l'action Colt gagnait presque 1% par jour. Enfin, c'était un truc de folie, et parfois dans la journée, il pouvait gagner 5%. Et on avait juste négocié la possibilité de pouvoir céder 50% des titres à notre convenance, et que 50% soit vesté jusqu'à la fin de notre présence. Et La présence qui est dealée sur combien de temps, tu m'as dit? 2 ans. 2 ans. 2 ans. Et bien entendu, le matin du deal, je reçois un coup de fil, même pas de Régis, de son avocat, qui me dit Régis a changé d'avis, il est inquiet sur la conjoncture, et donc il veut être payé en cash. Le matin du closing. Donc c'était le dernier coup de vis de notre ami belge, et donc branle-bas de combat, etc. Et donc pour pouvoir faire ça, j'imagine avec Pierre, on imagine un scénario qui était le seul possible. C'était que moi, Tu rachètes je ces rachète actions, ouais. les actions de Régis, mais avec du cash que je n'avais pas. Donc il fallait trouver. Ouais. Que ces actions, je les revende un quart d'heure plus tard à Colt Telecom, et qu'ensuite on attende l'ouverture de la bourse de Londres pour revendre la quantité de titres À hauteur nécessaire de 50%. à hauteur des 40, Ouais. enfin à hauteur des jusqu'à 50% des oui, titres, mais des ouais. 30% Très qui clair. revenaient à Régis, et en priant le bon Dieu qu'il y ait suffisamment d'acheteurs, parce que c'est une grosse quantité de titres, et il y avait plutôt des ordres à l'achat que des c'est ordres pas à une la vente. influence sur le cours en plus, parce qu'il fallait que Colt soit d'accord avec ça, non? Oui, il fallait que Colt soit d'accord pour que ça perturbe pas le titre. Et tu peux pas faire financer des titres? Franchement, on n'avait pas le temps, Ouais. et puis Ouais. voilà, il leur a fallu monter l'opération, c'était un peu... Oui, ça a pris. Ouais. C'était un peu compliqué, quoi. Et Colt ne voulait pas déroger au fait de payer en titres, parce qu'ils faisaient beaucoup d'acquisitions à cette époque, et que toutes leurs acquisitions, ils les payaient en titres, donc ils ne voulaient pas... Créer un précédent. Ils Ouais. voulaient pas créer de précédent, quoi, tu vois. Mais c'est donc, risqué de tout céder en titre. Voilà. Oui, bien Ouais. sûr. Évidemment que c'était cédé, mais est-ce que j'avais beaucoup le choix? Pas tellement. Et Donc, t'étais loqué, et le deal, c'est que tes titres, ils étaient loqués
Donc 50% n'étaient pas loqués et 50% étaient loqués jusqu'à la fin de ma présence. D'accord. Et tu avais des règles pour pouvoir les vendre Les À 2 ans. 50%, je pouvais les vendre comme je voulais. comme tu voulais. Et D'accord. les autres, je pouvais Ok. les vendre à partir de 2 ans. Et donc voilà. Et donc on est pendant le closing, donc ce que je racontais tout à Les deux l'heure, c'est-à-dire salles. Régis avec son avocat 2 salles, 2 ambiances. dans une salle et toute l'équipe Colt et nous dans une autre salle. Et je passe d'une salle à l'autre en permanence pour négocier à chaque fois les détails et les exigences des uns et les exigences des autres. Tout ça nous amène à 2h, 3h du matin et enfin on a tout signé à 2, 3 heures du matin. Et là, il faut attendre l'ouverture de la bourse de Londres pour savoir si j'allais avoir les moyens de payer cash les titres que j'avais achetés donc, à Régis. La fameuse clause, c'est que si t'as pas les moyens, ça faisait capoter le deal. Mais Dans le protocole d'achat des titres à Régis, je devais payer dans les 24 heures, sinon le deal était foutu. et auquel cas, parce que le deal était signé quand même, donc Colt, il se passe quoi pour Colt si tu peux. Comment tu reviens en arrière sur. Bah, écoute, je me souviens plus des détails, mais ça arrivait au fait que Colt ne pouvait acheter que 2 tiers de la boîte, et eux, ils voulaient 100%. Il n'était pas question de garder un Régis, surtout ce Régis, de le garder au capital. Donc, ça cassait le deal. Ok. Après, juridiquement, je me souviens plus. Ouais, je sais pas comment. Ok. Mais grosso modo, si j'étais pas capable de le payer le lendemain matin, le deal, il était mort. Et donc, T'attends l'ouverture. jusqu'à 8 heures, on passe de 3 heures du matin à 8 heures du matin dans la salle, à boire des cafés, à raconter des conneries, à essayer de meubler, jusqu'à l'ouverture de la bourse de Londres. Et j'avais confié l'ordre de vente à Morgan Stanley, qui était la banque introductrice, je crois, de Colt à l'époque. Et à 8h20, donc 20 minutes après l'ouverture de la bourse de Londres, non seulement on avait vendu tous les titres nécessaires pour que je puisse payer Régis, mais en plus on les avait vendus avec un cours de bourse qui était 12% supérieur au cours de la veille. Donc j'avais économisé 12%. Donc il y avait un peu de chance également. Et voilà, et l'histoire elle était terminée, échec et mat. Et là, ce jour-là, ce moment-là, non seulement tu as réussi ton coup, en plus, effectivement, tu as gagné un peu plus d'argent au passage. T'es comment? Alors, ok, t'es très fatigué, ça tu nous l'as dit tout à l'heure, normal, puisque t'as passé la nuit à attendre. Alors, mettons après avoir... alors, t'as été éteindre l'incendie au bureau. Ouais. Ok, tout ça, à un moment donné, ça se pose. Quand tu reprends tes esprits, t'es Écoute, comment? Ouais, c'est difficile parce que c'était il y a 25 ans d'abord. Ouais. C'était il y a 25 ans. C'est un moment important dans une vie, Ouais. je crois. Écoute, je suis pas fou de joie. Je vais être honnête, je suis pas fou de joie. Je suis comme quelqu'un qui vient de vendre sa maison de famille. Tu vois, et même si tu vends ta maison de famille très très cher et que tu fais une super plus-value, Ouais. et ben T'aurais bien aimé retourner un jour dans la chambre d'enfant. voilà, Ouais. t'as l'alarme à l'œil et t'as un peu mal aux tripes. Et puis, on était, si j'utilise ce terme, c'est pas anodin non plus. C'est qu'on était une famille vraiment imaginette, quoi. On en avait chié tous ensemble. Et donc, quelque part, voilà, j'avais aussi un peu le sentiment de les quitter, de les trahir. Enfin, Ambivalent, c'était des mélanges d'émotions assez complexes. Ouais. Et puis, il y avait toute mon histoire, voilà, passée aussi, et la petite revanche sur l'histoire, etc. Donc, tout ça était très, très mélangé, très complexe. Et donc, le deal se fait. Et les collaborateurs l'apprennent. Et les collaborateurs l'apprennent, et pas de ma bouche, donc pas un Ouais. communiqué de presse qu'avait publié Colt de façon un petit peu Rapide. trop rapide. Et donc, bah oui, j'arrive au bureau, et là, j'avais tout le monde qui m'attendait. Et, Tu peux me décrire la scène? et la scène, alors tu sais, on était, Imaginette était dans une sorte de loft incroyable, magnifique, sur 3 étages, dans le 11e, rue de la Fontaine-au-Roi, c'était la zone à l'époque. Hein. Maintenant, c'est très bobo, Ouais. c'est très gentrifié, mais à l'époque, je te jure que c'était
c'était une zone, fallait faire attention quand même le soir quand tu rentrais. Et donc, ils m'attendaient tous sur un niveau. On montait dans les bureaux par un monte-charge, tu vois, il y avait vraiment ça. Et tu avais le monte-charge qui s'ouvrait sur la grande pièce. Et ils étaient tous là. On était une trentaine, je crois, à l'époque. Et tout le monde était là à m'attendre. Voilà. Qui dit, c'est quoi les premiers mots que t'entends et de la part de qui? Écoute, non, je crois qu'il y avait quand je suis arrivé, il y avait un petit brouhaha. Et puis quand je suis arrivé, il y a eu une sorte de silence. Et puis voilà. Et puis j'ai fait un petit discours. Je t'avouerai que je me souviens plus des termes exacts à l'époque, mais je leur ai expliqué pourquoi on avait vendu et pourquoi j'avais été obligé de vendre, pourquoi on avait choisi Colt et que ça a l'air toujours un peu hypocrite quand tu es un dirigeant qui vient de vendre sa boîte, de dire j'ai pensé à vous, patati patata, mais bon, il y avait une part de vérité. Je leur ai dit la vérité, je leur ai dit on avait une autre offre plus importante, mais c'était la mort de la moitié de l'équipe. Donc on a choisi la moins disante. Voilà, je leur ai raconté tout ça, je leur ai raconté tout ce que ça pouvait ouvrir comme perspective pour eux en termes d'évolution de carrière avec Colt, etc. J'ai essayé de positiver un événement qui est jamais forcément agréable à entendre pour des employés. On est le lendemain du deal, et pour nous parler de toute cette phase où tu vas rester, les fameux 2 ans, tu as choisi de partir avec Michel Gurevitch, First 6 Months of Love. You must know that moment when the miserable world cracks open. You finally meet someone. Suddenly their chapters are written. 6 months with nothing other than a duvet and a jug of water. It's a chemical jackpot, baby. We've got the winning number. Je découvre. C'est extraordinaire. Je suis fan inconditionnel de cette femme. C'est planant. Michel Gurevitch, c'est une artiste qui est russo-canadienne, qui est surtout connue d'ailleurs plutôt dans les pays de l'Est et dans les Balkans, qui est encore assez peu connue en Europe de l'Ouest. Et cette chanson, elle me parle pour plein de raisons, parce que comme vous, je suis sûr, je suis un grand passionné, un grand amoureux. Et ce que on aime tous, souvent dans l'amour, c'est les 6 premiers mois. C'est cette adrénaline, cette passion, cette déconnexion de la réalité que tu as effectivement, ce shoot chimique que tu reçois dans tout le corps et dans tout ton cerveau. Et c'est quelque chose, moi, que je vis aussi avec les entreprises. C'est-à-dire que si j'ai monté 38 boîtes, si je suis un boulimique de création de boîtes, je suis persuadé que ça a un rapport avec ça. C'est-à-dire ce que j'aime, c'est de créer des boîtes. C'est la préparation, c'est le lancement, c'est les 2 premières années où il faut tout imaginer, il faut tout créer, il faut tout construire. Et puis après, j'avoue qu'à partir de la 3e, 4e, 5e année, c'est moins mon truc, j'ai moins de passion, j'ai moins d'envie, et du coup, je remonte une autre boîte, enfin voilà. Et donc, c'est pour ça que ça me parle beaucoup, cette chanson. Et là, avec Colt, ça a duré combien de temps? Et là, avec Colt, ça a été un choc de culture pour moi, c'était terrible. Il n'y a pas eu de période, mais il y a eu une période d'amour? De passion? D'amour, non, je parlerai pas de ça. Franchement, on a super bien fait le job, et grâce notamment à mes équipes, à Pierre, à Laurence et à plein d'autres. On a bien fait le job, c'est-à-dire qu'en 6 mois, la boîte, elle était intégrée. Et ça tournait, ça roulait, etc. Il faut savoir que Colt, à l'époque... C'est pas simple. Hein. Non, c'est pas simple. Colt, à l'époque, avait 0 Internet. C'est-à-dire que Colt Télécom, aujourd'hui, tout l'Internet de Colt Télécom, c'est parti d'Imaginet. Il faisait que de la fibre optique à l'époque, Colt Télécom, de la fibre noire et de la fibre optique. Et donc voilà, donc on fait super bien le job, c'est-à-dire qu'en 6 mois, toute l'intégration est terminée. Moi, je reste président, mais président d'honneur, on va dire, tu vois, d'Imaginet. Les décisions passent plus tant que ça. Plus du tout. Plus du tout. On me demande mon avis par politesse, quoi, mais voilà. Et donc, je m'emmerde, mais terriblement. Et puis, c'est un vrai choc de culture. C'est-à-dire que, vous l'avez compris, moi, je n'ai jamais été salarié de ma vie.
j'ai toujours monté des boîtes. Donc pour la première fois de ma vie, je me retrouve salarié de ma propre boîte. Donc un gros choc de culture. En plus, c'est culture anglo-saxonne, avec des process, avec des réunions, en plus, moi, j'ai toujours très mal. Je suis d'une génération qui parle pas très bien anglais. Donc pour moi, c'était un peu une souffrance quand même, très clairement. T'as un boss ? Non, j'ai pas vraiment de boss, mais je reportais directement au président de Colt France et de Colt Monde, tu vois. Donc voilà. Donc quand t'as plus la main sur les décisions que t'as toujours eu la possibilité de prendre, avec tes intuitions aussi que t'évoquais tout à l'heure, au-delà de l'ennui, j'imagine c'est presque un déchirement intellectuel. Enfin, il manque un truc là. C'est pas que de l'ennui. C'est presque de la frustration. Enfin, en tout cas, c'est ce que je projette. Oui, après, franchement, ils ont pris des bonnes décisions. Mes équipes opérationnelles étaient là, ils prenaient des bonnes décisions. Tout le monde a super bien bossé et tout. Donc j'aurais pas fait mieux, quoi. Ouais. Je me disais pas, j'aurais fait mieux. Okay. Non, j'étais pas du tout dans cette. Il n'y a pas de cette teneur-là. Non, j'étais pas du tout dans cet esprit. Par contre, tu dois dire, waouh, 2 ans, ça va être long. Exactement. Et ça a été la grande connerie de ma négo. C'est que j'aurais jamais dû accepter 2 ans me connaissant. C'est jamais. J'aurais dû accepter, 1 an grand maximum, mais 2 ans, c'était une torture. Et du coup, j'ai fait plein de conneries pendant ces 2 ans, parce que forcément, j'avais du pognon. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait Business Angel. Ça m'occupait. Évidemment. Quelle histoire. 2 ans avant l'éclatement de la bulle. Quelle meilleure idée que de faire Business Angel. T'as mis beaucoup ? Écoute, quand je fais le bilan, j'ai dû mettre, je sais pas, sur 2-3 ans, j'ai dû mettre peut-être 1,5 million, tu vois, d'euros. Là, on parle en euros. Et quand je fais le bilan 10 ans après, j'ai dû récupérer 2 millions, 2,5 millions. C'est-à-dire que j'aurais fait de l'immobilier, je serais riche. Et là, j'ai fait Business Angel et j'ai récupéré à peu près mon pognon avec un petit intérêt, quoi. C'est déjà un exploit. Oui, c'est un exploit. À l'époque, ouais. Avant le retournement de marché. C'est un exploit, mais pour être très honnête, c'est quasiment une ligne, comme toujours. Hein. Ouais. C'est une ligne qui m'a permis de récupérer tout le reste. Tout le reste. T'as fait le VC. J'ai fait exactement le même ratio que les VC. C'était quoi la ligne ? C'était le guide.com. Ah oui ? Ah ouais. Guide.com, c'était un comparateur de prix qui était là avant quel coup, on connaît bien. Avant tout ça. Et j'étais à la création de le guide.com. Ok. C'est vendu à qui ? Et qui a été introduit en bourse et qui a été Lagardère a fait une OPA dessus. Et donc grâce à l'OPA, le cours s'est envolé et j'ai récupéré très très largement toutes mes mises. Vas-y. Non, vas-y. Pendant ces 2 ans, et même peut-être après, tu vas réavoir des nouvelles de Régis ? Non, en fait, il continue son agence à Bruxelles. Et pour être très honnête, en préparant cette émission, je me suis renseigné, j'ai essayé de savoir qu'est-ce qui était devenu. On m'a dit, mais je ne sais pas si c'est vrai, hein, c'est pour ça que j'ai préféré prendre des pseudos aussi pour chacun. On m'a dit que ça s'était très très mal terminé, mais genre escroquerie, cavalerie, etc. Et qu'il avait dû s'enfuir dans un pays lointain. Voilà. Ah oui. Il y a un film. Un roman. Il y a un film. Un film, une série Netflix. Oui, quand je dis que le type n'était pas très sympathique, il a continué à le prouver par la suite, visiblement. Toi qui aimes beaucoup les livres, ouais. C'est pour quand le bouquin ? Écoute, je pense que ça n'intéresserait pas grand monde. Donc, souvent, on m'en a parlé et je me dis, bof. On te dira en fonction des résultats et des retours. N'hésitez pas à nous les faire pour convaincre Patrick de sortir son bouquin. Votez. Pour la sortie, tapez 1. Et pour la série, tapez 2. Accélération dans l'histoire. Tu vas faire les 2 ans en entier ? Je fais les 2 ans en entier, malheureusement. Ouais. 2 ans et le dernier jour. Ça se finit comment ?
Non, ça se finit bien avec un petit pincement quand même. C'est-à-dire que... Je veux bien que tu me refasses la scène. Tu pars. Ouais, je me souviens d'une séance en fait de signature et de chèques aussi, puisque comme j'étais salarié, j'avais droit à des indemnités de licenciement. Enfin, c'était incroyable pour moi. Enfin, j'ai jamais connu tout ça. T'as été au Pôle emploi? Ouais, tout à fait. Je me suis inscrit à Pôle emploi. Non, en fait, pas tout de suite, puisque juste après, on en parle. Juste après, il se passe autre chose. Mais oui, il y avait une séance avec le président de Colt France, son directeur général, etc. Et puis voilà, on a signé les papiers, on s'est dit au revoir. J'étais avec Pierre aussi, et puis voilà, il y a eu un petit pincement. On a été boire un coup avec Pierre, mais voilà, on était soulagés d'en avoir fini. Mais il y avait quand même un pincement parce que on laissait toutes nos équipes qui eux continuaient quoi. Tout le monde était resté pendant les 2 ans, ouais. Ouais, tout le monde était resté pendant les 2 ans. Je fais une accélération parce que après il y a encore toute une longue phase de vie avec plusieurs aventures. On part pour la suite de l'histoire avec The Logical Song de Supertramp. C'est un beau message, cette chanson. Elle est fabuleuse. La vie qui va suivre est riche. Tu vas devenir très vite, quasi dans la foulée, vice-président de Full Six. Mais ce qui m'intéresse, et on parlera pas à toutes les boîtes, mais il y a notamment eu 24 CD à Webedia, mais surtout, tu vas prendre 5 années sabbatiques. Ouais. Ce que tout homme rêve après la quarantaine. J'avais 44 ans à ce moment-là. Et effectivement, donc après un an, vraiment pour rendre service à mon pote Marco Tinelli à l'époque, qui avait des problèmes avec son tour de table, je prends la vice-présidence de Full Six, mais c'était vraiment une présence d'honneur, une vice-présidence d'honneur. Et je décide effectivement de prendre 5 années sabbatiques. J'avais toujours pas d'enfant. J'avais une fiancée, mais on n'avait pas d'enfants et j'avais pas pris le temps dans ma vie de faire des enfants. J'ai fait des boîtes et on décide d'aller vivre dans le sud. J'avais un peu de sous, donc je m'étais acheté un joli petit mât du côté de Ramatuelle, dans le sud, ouais, que j'ai toujours et qui est devenu notre maison de famille. Et celle-là, tu la vendras pas. Et celle-là, j'espère que je la vendrai jamais. Et donc, on va vivre là-bas pendant 5 ans. On fait un bébé qui grandit là-bas. J'ai la chance, ce qui est rare pour un homme, de pouvoir passer quasiment 24 heures sur 24 avec mon bébé, avec ma petite fille, qui s'appelle Lune. Et comme on se refait pas, de là-bas, je remonte quand même une boîte. Je remonte une maison d'édition. Je reviens à mes premières amours. Pendant les 5 ans ou à la fin ? Non, pendant les 5 ans. Assez vite, pendant les 5 ans. Oui, bon. Moi, je voulais parler d'une vraie pause que tu t'étais enfin autorisé dans ta vie, mais en fait, pas du tout. Oui, mais là, franchement, c'était une pause. Monter une maison d'édition, pour moi, c'était un hobby, quoi. C'était vraiment ça. Et c'était une maison d'édition qui a fait plein de bouquins. Hein. J'ai fait une trentaine
30aine de bouquins. Plutôt là, autant la première maison d'édition qui s'appelait Love Me Tender était une maison de livres d'art, de monographies, de photos, de choses comme ça. Autant celle-là, c'était plutôt des livres de texte, donc tout sauf du roman. C'est-à-dire c'était documents, enquêtes, biographies, etc. Et on a monté également, avec cette maison, on a monté une maison d'hôtes. C'était quasiment la première maison d'hôtes sur la presqu'île de Saint-Tropez, parce que le foncier est tellement cher là-bas que personne achète des maisons pour faire maison d'hôtes. Il faut être complètement débile. Et nous, on l'a fait parce qu'on voulait aussi garder un lien social, rencontrer des gens, etc. Et on le faisait de façon très dilettante, mais c'était passionnant. On a rencontré que des gens formidables et ça a été 5 ans magnifiques. Qu'est-ce qui va mettre un terme à cette période sabbatique de 5 ans? C'est que j'en avais marre de regarder l'herbe pousser et que j'étais devenu un grand spécialiste de la vie des... Maintenant, ma fille va à l'école, donc voilà. à un moment... C'était, la vie des fourmis n'avait pas de secret pour moi, mais ça commençait à bien faire, quoi. Et puis surtout, ma fille, effectivement, est allée à l'école maternelle de Saint-Tropez, enfin, ce qui est génial, parce que c'est vraiment un petit village, Saint-Tropez, hors saison, quoi. Il faut penser, faut pas regarder Saint-Tropez l'été, avec les lunettes de soleil, il faut le regarder le reste de la saison. Mais quand même, je voulais pas que ma fille grandisse là-bas non plus. Je voulais pas qu'elle devienne adolescente là-bas, de toute façon. Et peut-être pas se dire, bon, bah, papa, il est tous les jours à la maison à rien faire. Non, ça franchement, ouais, parce que je suis assez actif, donc je n'avais pas d'inquiétude particulièrement. Déjà, il fallait que je gère mes 25 participations, parce que j'avais investi dans 25 boîtes à l'époque, plus la maison d'édition, plus la maison d'hôtes. Bon, ça va, ça m'occupait déjà pas mal. Mais t'étais pas assis sur ton canapé à te demander à quelle heure étaient les amours, puis d'Éric, puis... Non, pas du tout, pas du tout, non, pas du tout. Et donc voilà, et donc on est remonté à Paris finalement. On a eu une opportunité de faire rentrer l'une dans une école qu'on aimait bien. Et on a eu la réponse au mois de mai. La rentrée était au mois de septembre. On n'avait pas de maison à Paris, on n'avait rien. Donc ça a été un peu branle-bas de combat là aussi, pour remonter à Paris, se réinstaller. Et lancer une nouvelle boîte. Qui sera 24heures.fr. Et donc comme je le disais, c'est combien de temps plus tard à Webedia? C'est dès 10 ans plus tard, je ne dis pas de bêtises, je l'ai créé en 2006 et on l'a vendu en 2012. Donc 8 ans plus tard à Webedia. 6 ans, ouais. De toutes ces aventures, quelles sont pour toi quelle est la leçon pour tout entrepreneur qui un jour va être amené à vendre sa boîte? On n'a pas tous l'occasion de le faire plusieurs fois. Écoute, pour un entrepreneur qui veut vendre sa boîte, je sais pas, mais pour moi, ce que j'aime bien, c'est les jeunes entrepreneurs et ceux qui hésitent encore. À se lancer, tu veux dire? À se lancer, voilà. Et je suis un évangélisateur de l'entrepreneuriat, donc non pas que je pousse les gens à entreprendre, parce que tout le monde n'est pas formaté pour entreprendre, mais quand je sens que quelqu'un a le potentiel d'entreprendre et qu'il le fait pas, ça me rend malade. Donc je suis un avocat de l'entrepreneuriat. Tu sais, il y a un professeur de Harvard, qui s'appelle Howard Stevenson, qui a une petite phrase que je me traîne depuis plus de 20 ans et que je ressors à chaque fois, qui dit l'entrepreneuriat peut se définir comme la volonté de concrétiser une opportunité indépendamment des ressources disponibles. Et j'essaye d'expliquer ça aux futurs entrepreneurs, pas forcément jeunes. Il y a toujours plusieurs chemins pour arriver. Ça peut être des gens de 40 ans, de 50 ans, et de leur dire, si vous commencez à vous poser la question de quels sont mes moyens, qu'est-ce que j'ai de disponible, et qu'est-ce que je peux faire avec ça, vous n'allez rien faire. Vous allez faire quelque chose de petit. Donc c'est vraiment, c'est l'histoire, je ne sais pas si vous connaissez sûrement, l'histoire du programme Apollo. C'est en 1961... les Russes battent les Américains dans la conquête de l'espace, puisqu'ils envoient le premier homme en orbite terrestre, qui était Yuri Gagarin. Les Américains sont fous de rage, et donc en mai 61, si je ne dis pas de bêtises, Kennedy fait un discours au Congrès, il monte de sa main, il monte le ciel, et il dit, avant
la fin de la décennie, un Américain marchera sur la Lune. Ok ? Et au moment, comme moi l'autre fois avec le CD-ROM, au moment où Kennedy, j'aime bien la comparaison, Robin, Kennedy, au moment où Kennedy Patrick, dit ça, il a sans doute aucune idée, la NASA existait à peine depuis 2-3 ans, il a aucune idée de comment faire. Ouais. Et pourtant, il fera. Le programme Apollo comptera jusqu'à 400 000 personnes au moment le plus intense. Le programme Apollo c'est grâce au programme Apollo qu'il y a eu des milliers d'innovations dont on profite encore aujourd'hui, dont l'économie américaine profite encore aujourd'hui. Ça a permis la miniaturisation des circuits intégrés, des microprocesseurs qui ont donné naissance finalement à l'informatique d'aujourd'hui qu'on connaît, à la Silicon Valley finalement. C'est à cette occasion qu'il y a eu la création de nouveaux matériaux, de nouveaux alliages, qu'on retrouve aujourd'hui en médecine, en aéronautique, dans l'automobile. C'est là aussi où on a développé des nouveaux moyens de localisation. C'est l'ancêtre du GPS. Enfin, voilà. Ouais. Et il l'a fait. Il s'est pas demandé est-ce qu'on a les moyens de le faire. Il a dit j'ai un rêve. Et c'est vraiment ça que j'essaye moi d'expliquer chaque fois que j'en ai l'occasion. C'est de dire voilà, n'essaie pas d'entreprendre avec tes moyens. Entreprends avec tes rêves et ta vision. Donc c'est un mélange entre Robin Kennedy et Martin Luther King. Mais tu sais, tu as alors je n'ai pas lu Goethe, mais un jour je suis tombé sur un petit texte de Goethe que je me suis approprié depuis 20 ans. Et Goethe, il dit rien de différent. Il dit finalement, à chaque fois qu'on veut se lancer, en fait, on est pétri de doutes, d'hésitations, de peur, et toutes les raisons sont bonnes pour ne pas y aller. Et il dit finalement, quand on veut se lancer, lui son terme c'est quand on veut s'engager totalement, c'est l'expression qu'il utilise. Quand on veut s'engager totalement, finalement, et qu'on en parle même autour de soi, on ne vous parle que des risques, mais on ne vous parle jamais de la chance et de la puissance de la providence. Et lui il dit, c'est formidable, c'est dès qu'on s'engage totalement, alors la providence vous accompagne. Il y a un nombre d'éléments, de faits, de rencontres, de choses qui viennent vous aider, vous accompagner, et c'est juste miraculeux. Et garder les yeux, les oreilles ouverts à tous ces petits signaux faibles, ces opportunités. Et se dire surtout qu'une fois qu'on va se lancer, il y a plein de trucs qu'on n'avait pas imaginés. Oui, on imagine toujours les risques, mais il y a plein de trucs qu'on n'avait pas imaginés qui vont venir à votre secours. Ouais. Et je te jure, je suis vraiment pas mystique comme mec, mais chaque fois que j'ai lancé une boîte, j'ai constaté que la Providence avait plus de talent que moi. Alors nous, la Providence aujourd'hui n'est pas complètement avec nous parce que c'est chute de neige permanente, ce qui fait que notre partenaire Grégoire Lenspa, qui est banquier privé chez Neuflis OBC, qui habituellement est avec nous, est bloqué. Donc je peux te partager la question qu'il avait prévu de te poser. Il nous l'a laissé en note vocale. Donc désolé, sur YouTube, vous n'aurez pas le visage agréable de Grégoire, mais seulement sa jolie voix. Ouais, donc ma question pour Patrick, alors elle peut paraître un peu bateau, c'est juste par rapport à son expérience en tant qu'entrepreneur, de multi-entrepreneur, où il a créé plusieurs boîtes, il a eu beaucoup de succès, il a aussi eu des sociétés qui n'ont pas fonctionné, et c'est comment il se sert en fait de cette expérience maintenant qu'il est côté vendeur ou acheteur, en tout cas ou leveur de fonds pour des boîtes en plus très tech, donc des domaines très spécifiques. Est-ce qu'il va plus utiliser, je dirais, son côté entrepreneur, mais plutôt manager, avec les équipes, comment bien voir l'équipe, si c'est bien, il va avoir un peu ce feeling sur l'équipe, voilà, donc en gros, puis voir tout le potentiel qu'elle peut dégager, ou alors un côté qui est devenu plus financier, à regarder les chiffres par rapport au secteur, par rapport aux concurrents, et c'est comme ça qu'il va d'abord plutôt analyser la société, donc quelque chose de plus terre à terre, ou est-ce qu'au contraire il fait un peu des deux, ou alors il s'adapte suivant les sociétés, sachant qu'il voit quand même beaucoup de dossiers par an, et comment justement il va appliquer un peu sa méthode pour vraiment bien vendre dans tous les sens du terme, à la fois commercialement et financièrement parlant, et évaluer du coup la société pour l'accompagner ensuite dans sa session, sa transmission, ou alors même le côté build-up. Merci. C'est riche.
C'est une question complexe, mais en fait, je vais répondre. C'est évidemment, et évidemment, c'est un peu bateau aussi. Hein, c'est l'humain qui prime. Mais en fait, quand je rencontre pour la première fois des entrepreneurs, dans le cadre de mon activité à Volta, je vais essayer de définir si c'est plutôt, Sacha le disait, j'aime beaucoup la lecture. Donc j'ai un petit côté littéraire, mais comme tous les gens qui n'ont pas fait beaucoup d'études, donc j'ai un tel complexe sur la culture que j'abreuve, j'aspire tout ce que je peux aspirer en termes de culture. Et donc je me demande à chaque fois, est-ce que j'ai affaire à un Lucien de Rubempré, le héros des Illusions perdues de Balzac, ou est-ce que j'ai affaire à un Georges Duroy, qui est moins connu, qui est le héros de Bel Ami de Maupassant. Alors, Lucien de Rubempré, c'est un type qui a beaucoup d'ambition, qui est charmant, mais c'est aussi quelqu'un de très naïf et de très influençable. Alors, avoir de l'ambition, c'est formidable pour un entrepreneur, mais être naïf et influençable, c'est pas bon, et j'ai pas envie de faire de business avec lui. Et puis, le second, Georges Duroy, c'est un type également très ambitieux, très séducteur, très calculateur, très opportuniste. Tout ça sont plutôt des qualités que je reconnaîtrais à un entrepreneur, pas forcément à quelqu'un dans la vie privée, mais pour un entrepreneur, ce sont d'excellentes qualités. Mais le problème, c'est que Georges Duroy, le bel ami de Maupassant, c'est aussi un pervers narcissique qui est cruel et qui n'a pas de valeur. Alors heureusement, on n'est pas soit l'un soit l'autre. Non, on n'est pas. Mais déjà, j'essaye d'élaguer, si tu veux, tu vois. Et après, je peux aussi identifier un Rastignac, si tu veux. Mais voilà, j'essaye de comprendre un petit peu la psychologie qui peut y avoir derrière chacun et quelles sont les motivations. Parce que le mec qui m'explique qu'il monte cette boîte, qu'il a monté cette boîte parce qu'il veut changer le monde et que l'argent ne l'intéresse pas, tout de suite, je m'en méfie. J'essaie de creuser en tout cas parce que ça peut arriver, mais c'est pas le plus fréquent. Donc c'est important de savoir un petit peu à qui on a affaire. Et ça, c'est l'expérience d'un vieux routard peut-être qui peut servir. Et de quoi tu te méfies le plus quand tu rencontres un entrepreneur? Qu'est-ce qui est le pire drapeau rouge? On va dire le truc qui clignote le plus chez toi, où tu te dis non, là, quel est le défaut, quel est le trait de caractère dont tu te méfies le plus? L'arrogance. L'arrogance, parce que je trouve que c'est une preuve de manque d'intelligence, d'abord, et puis que c'est extrêmement dangereux. Si tu veux. Moi, j'essaye, comme toi, de coacher les entrepreneurs avant de les emmener en roadshow, pour essayer de travailler le langage, mais aussi les postures, les attitudes, etc. Et puis parfois, je rate mon coup, et puis je tombe sur des mecs qui sont d'une arrogance, même dans l'attitude. Enfin, je sais qu'il y a la vidéo, là, mais je ne voudrais pas m'éloigner trop du micro, mais toi, j'ai eu un entrepreneur, par exemple, qui faisait tous ses rendez-vous, il était, pardon, je vais m'éloigner du micro, le mec, il était comme ça pour parler au VC, tu vois. Enfin, c'est des choses qui... Nonchalant. Ouais, c'est plus que de la nonchalance. C'est une forme d'arrogance. C'est une posture et c'est une posture d'ego, d'une certaine façon, l'arrogance. Donc voilà, après, j'aime bien les joueurs de claquettes, j'ai rien contre, mais j'aime bien qu'il y ait un peu de concret derrière. Je suis moi-même un joueur de claquettes, donc je sais, je connais les défauts. D'ailleurs, toute l'histoire que j'ai racontée aujourd'hui est complètement fausse. Non, pas du tout. C'était le pitch de mon prochain bouquin. Exactement. Bon, enfin voilà, quoi. On va accélérer. Est-ce qu'il y a oui, ça tombe sévère la neige. Est-ce qu'il y a un dernier truc que t'as pas dit, où tu sais que ce soir tu vas te poser, tu vas dire ah non, c'est quand même con de pas leur avoir partagé cette histoire. Écoute, ouais, franchement oui, et je vous l'avais même envoyé. Parce que elle me touche et qu'elle est très importante dans ma vie. C'est la fois où j'ai gagné mon premier million. Et mon premier million, je l'ai gagné à... Sur le rouge. Alors,
J'aurais pu, mais je me suis fait interdire de tous les casinos de France à l'âge de 18-19 ans, parce que j'étais un joueur invétéré. C'était une maladie de famille. Donc je suis interdit de tous les casinos. Encore aujourd'hui. C'est à vie, ça? Alors non, c'est pas à vie, il faut le renouveler. Je l'ai pas renouvelé, mais parce que tu te fais peur. Je me suis calmé depuis, et puis j'ai eu les startups depuis, donc c'est encore plus d'adrénaline et de risques. Et en fait, donc à l'époque, j'avais 28 ans. Et j'avais monté une petite société, c'était avant Suite 1024 dont on racontait la vente tout à l'heure, mais c'était une petite société de Minitel également, qui faisait de la messagerie rose. Et j'ai un acheteur qui s'est présenté et qui m'a proposé, qui voulait consolider le marché, qui commençait à constituer un groupe de télématique. Et donc j'ai été contacté et ils m'ont proposé effectivement une somme à l'époque était colossal pour moi, qui était 1 million. Il faut savoir que j'étais le seul employé de ma boîte. J'étais tout seul, je faisais mes petits codes et je me démerdais. 100% du capital. 100% du capital, etc. Et il me propose 1 million de francs pour me racheter la société, et notamment un code que j'avais lancé et qui marchait très bien. Et on discute et on se rencontre plusieurs fois dans des bars de grands hôtels, etc. Je suis un peu impressionné par les dorures, par les miroirs, par les cocktails. Et on dit, OK, deal, on y va. Et quelques jours se passent, quelques semaines se passent, le temps de préparer la documentation. Là, c'était une petite boîte, il n'y avait pas des myriades d'avocats, de trucs, etc. Et ils me disent, écoute, pour la signature, rendez-vous à nos bureaux et on fait la signature. Et il me file l'adresse, je fais pas attention, c'était pas très loin d'ici, c'était avenue de Villiers, exactement au 9 avenue de Villiers. Et je me rends à l'adresse en question, je rentre dans le Porsche, et puis tout d'un coup, je m'arrête net. Et je ressors dans la rue, je ressors sur l'avenue, je lève la tête, je regarde le numéro, et je me dis, putain. Et le 9 avenue de Villiers, c'est là où ma mère vivait dans une chambre de bonne, quand elle est arrivée de Tunisie, qu'elle ne pouvait pas me garder. Donc moi, j'étais en pension de l'âge de 3 ans à l'âge de 10 ans. Et cet immeuble, c'était l'immeuble où ma mère vivait dans un 9 mètres carrés, dans une chambre de bonne insalubre. Et là, je faisais la signature de mon 1er million, et ça a été un moment d'émotion elle est fabuleuse, cette extrêmement histoire. Incroyable. Voilà ce que j'aurais regretté de ne pas raconter. Moi, j'aurais regretté que tu le partages pas. C'était un immense plaisir de t'avoir avec nous, Patrick. Merci à vous. Merci Patrick. Inventeur de l'Internet pour sa fille, pionnier de l'Internet pour ses pairs. Juste peut-être comme tu évoquais le 1er million, est-ce que un jour tu t'es fait un petit craquage avec ces moyens, d'autant plus peut-être quand on sait que tu as grandi avec rien? Écoute, à part acheter cette maison qui est notre maison de famille, non, j'ai jamais acheté de voiture, j'ai pas de voiture, ça fait 40 ans que j'ai pas de voiture, j'ai jamais eu de montre, c'est pas mon truc. En même temps, là où tu habites, c'est galère la voiture. Certes, certes, mais j'ai pas toujours habité là, donc j'ai jamais eu une voiture, j'ai jamais eu de montre, je m'achète pas de beaucoup de fringues. Je suis pas un gros consommateur, pour être franc. Je suis pas un gros consommateur, mais mon craquage, ça a été cette maison et puis le voyage, et puis des choses comme ça, quoi. Vivre avec ce qu'on aime. Et vivre aussi les célébrations. On ne célèbre pas assez souvent quand on est la tête dans le guidon, mais tu as choisi une musique pour nous partager comment tu as fêté le deal, les deals peut-être, ou la vie. Et on finit avec Damien Rice. Est-ce que tu veux dire un mot? Parce que je pense qu'on va pas trop parler pendant le Oui, parce que c'est pas tant pour fêter que pour dire finalement, tu vois, au bout de 2 heures de conversation, on se connaît pas et c'est difficile de connaître véritablement un homme en quelques heures. Il faut toute une vie. Il faut toute une vie. Et effectivement, Damien Rice, moi, je suis fan comme beaucoup de monde. Et cette chanson, je l'écoute c'est rare que je l'écoute pas au moins 3-4 fois par semaine, quoi. Eh ben, on l'écoute ensemble et on se connaîtra juste un tout petit peu plus. Un immense merci à toi. Merci Patrick. Merci à vous.
takes a lot to know a man. It takes a lot to understand. The warrior, the savior.